Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut, bienvenue à l'épisode 22 du podcast Ma semaine Star Wars. Notre sujet cette semaine, deux cours d'histoire, une tirée des Comic Tales de Star Wars qui se nomme Shadows and Light. Et la deuxième, c'est une nouvelle qui se nomme Ombre et Lumière. J'avoue que là, les deux titres se ressemblent beaucoup, mais je vous promets, c'est pas la même chose du tout. Mais avant d'aller dans ces lectures-là, je vais faire un retour, comme on fait tout le temps, sur ma dernière semaine au sujet de ce que j'ai fait dans l'univers de Star Wars. Je vous avais parlé que j'étais en train d'écouter la série Rebels à la télévision pour me préparer à l'arrivée de la nouvelle série Ahsoka au mois d'août 2023. J'avais fait une petite pause parce que je voulais lire avant certains romans que j'avais en ma possession qui se situaient à peu près au même moment que la série Rebels, puis aussi possiblement qu'on allait rencontrer certains de ces personnages-là dans la nouvelle série Ahsoka, donc je voulais lire ça. J'étais en train de lire le roman Une nouvelle aube qui relatait, si on veut, le moment où ce que Kanan a rencontré Hera, la Twi'lek de la série Rebels. Puis j'ai terminé ce roman-là. Je peux tout simplement vous dire que j'ai bien aimé ça, c'était le fun. Ça m'a permis de connaître un peu plus ces deux personnages-là. Comme je vous disais l'autre fois, j'ai commencé la série Rebels, j'ai écouté quelques épisodes de la saison 1. Puis là, quand j'ai vu qu'il existait plusieurs lectures attachées à ce moment-là, je voulais faire une pause pour aller lire tout ce qui se passait avant la série pour être prêt pour ensuite poursuivre mon écoute de la série Rebels. Puis, Nouvelle Autre, c'en était un que j'avais en ma possession, que je n'avais jamais lu. Puis, j'ai bien aimé cette lecture-là. Sinon, le prochain livre que je voulais lire, c'était le roman Ahsoka. C'est un roman pour jeunes adultes. Ce roman-là se situe après la série, la saison 7 de Clone Wars. Puis même après le troisième film, La Revanche des Sith. Puis encore là, pas avant d'écouter, mais avant de lire le roman Ahsoka, je voulais me faire une réécoute de la dernière saison de Clone Wars, la saison 7, pour me remettre un peu dans les événements qui s'étaient produits à la fin entourant le personnage Ahsoka. Pour être franc, je ne me rappelais pas beaucoup de ce qui s'était passé. Puis c'est triste, mais je me suis rendu compte que la saison 7... c'était pas nécessairement la meilleure saison. En tout cas, c'est comme séparé en trois groupes d'histoires différentes. Puis, on a vu un peu le Bad Batch, maintenant on sait qu'il existe une série sur ce groupe de clones-là. On avait comme les 4 premiers épisodes, je crois, qui étaient en lien avec ça, qui n'avaient aucun lien avec Ahsoka. Donc, je l'ai écouté juste pour écouter la totalité de la saison 7, mais c'était correct, là, sans plus. Sinon, l'autre partie, là, on retrouvait Ahsoka, qui était comme en cavale ou plus en fuite. Là. Elle se cherche avec tous les événements qui s'étaient produits dans la saison 6. Donc, c'était un peu la suite de tout ça. Est-ce que c'était intéressant, cette partie-là de l'histoire? Encore une fois, j'ai trouvé ça correct, mais sans plus. Là, je trouvais que ça tournait un petit peu en rond. Là. C'était pas super. Puis sinon, la dernière partie, là, c'était quand même intéressant. Là, on a eu plus d'action. On a vraiment comme du développement en lien avec Ahsoka, puis c'était intéressant. Fait que juste pour ça, je trouve que ça valait la peine d'écouter la saison 7. Donc, finalement, je vous le suggère, même si j'ai des déceptions dans cette saison-là. Les derniers épisodes sont quand même très intéressants pour tout ce qui touche Ahsoka et les événements alentour de son histoire. Donc là, j'ai commencé la lecture du roman Ahsoka, évidemment. Puis là, c'est vraiment, ça se passe, si je ne me trompe pas, 1 an après
ce qui s'est produit avec l'Ordre 66. Donc, je suis là-dedans. Là. Je viens tout juste de commencer. J'ai peut-être lu 3-4 chapitres. Ça risque de se lire quand même assez vite vu que c'est un roman jeune adulte. Donc, je ne vais pas vous en reparler très bientôt. Sinon, du côté de mes réceptions de nouveaux livres Star Wars, ça a encore été une bonne semaine. Comme je vous le disais dans les autres épisodes, je suis en train de finir l'acquisition des livres qui me manquent de Star Wars, de l'univers canon de Disney. Puis j'en ai reçu quelques-uns. J'ai réussi à me trouver 2 livres qui sont plus difficiles à mettre la main dessus ces temps-ci, je pense. Je dis 2, mais il y en a même peut-être 3 là-dedans qui étaient plus complexes. Les 2 premiers, ça fait partie de la même série. Les titres, c'est C3PO Does Not Like Sand et le deuxième, c'est R2D2 Is Lost. C'est comme des livres pour enfants. C'est un peu un livre d'histoire, là, des contes, tout ça. Mais c'est comme si chaque page était une case d'une bande dessinée. On a une bulle avec le texte qui se disent, les personnages. Le livre est très joli, plein de couleurs. J'ai hâte de lire ça. Je vais lire ça éventuellement. Donc, j'ai reçu ces livres-là. Sinon, j'avais découvert une nouvelle série que je ne savais pas qu'il existait au niveau de Star Wars, l'univers canon. C'est une série qui contient 3 romans. Ça, c'est des romans à jeunesse, là, vraiment, c'est pour les jeunes. La série se nomme Join the Resistance. Puis moi, j'ai reçu le premier. J'ai les 2 autres qui s'en viennent. Là, je les ai déjà commandés. Je devrais recevoir ça éventuellement. Puis encore là, ces livres-là, j'ai dû les acheter sur le marché de l'usager parce que je n'ai pas trouvé d'endroit où c'était encore disponible. Donc, j'ai reçu le premier. On va lire ça éventuellement. Sinon, dans les nouveautés de l'univers canon, il y a Bibliothèque Verte qui a sorti un nouveau livre qui est sur la série de Bad Batch. Je pense pas que c'est du contenu inédit. Là. D'après moi, ça va sûrement raconter ce qui se passe dans la série. Un peu comme j'avais fait pour le livre qui était de la série, le livre de Boba Fett. Là. J'avais acheté ce livre-là il y a quelques temps. Puis je voulais prendre une chance pour voir si elle allait avoir du contenu inédit. Ben, j'ai un peu fait la même chose avec le livre de Bad Batch. Fait qu'on va voir éventuellement le jour où je vais lire ça. Si c'est intéressant ou si j'ai acheté ça un petit peu pour rien. J'espère que non, mais on va voir. Réellement, mettons que je m'attends à ce qu'il n'y ait pas trop de contenu supplémentaire, possiblement rien de nouveau, mais c'est pas grave, je l'aurais ajouté à ma collection quand même. Le prochain livre que je vais vous parler, ça c'est encore plus spécial parce que c'est un livre que j'ai découvert récemment qui existait. Le titre c'est Ellie and Me. C'était vraiment un tout petit livre, mais tu sais, cartonné. Là, c'est quand même un beau livre avec des dessins. C'est joli comme dessin. Ce livre-là, c'était un livre qui était sorti pour le parc de Disney Galaxy's Edge. C'est une histoire d'une petite fille qui reçoit comme un animal de compagnie, puis qui se nomme Ellie. C'est le nom qu'elle lui a donné à cet animal-là. Puis j'imagine que c'est une petite aventure en lien avec ça. Là. On s'entend, c'est une histoire pour les enfants, là, vraiment sous forme de peut-être un conte ou quelque chose comme ça. Là. C'est un beau livre, mais ce livre-là, sérieusement, je ne pouvais pas le trouver nulle part. J'ai réussi à mettre la main dessus, mais en ligne sur un site quelconque, là, que c'était pas trop cher, mais c'était pas donné non plus. Mais j'étais curieux de voir à quoi ça allait ressembler, donc j'ai reçu ça. Le titre, je le répète, c'est Ellie and Me. Dernière réception. Dernièrement, je vous avais dit que j'avais reçu, toujours en lien avec mes lectures pour l'univers de la série Star Wars Rebels, j'avais reçu dans ce temps-là le livre qui s'appelait Rebel Journal by Ezra Bridger. Ben là, j'ai un peu un équivalent, mais en lien avec le personnage de Sabine de la série. Puis, ils ont fait ça comme si c'était un peu sous forme de son sketchbook personnel. Là. Le titre, c'est Sabine, My Rebel Sketchbook. Donc, dans ce livre-là, on va retrouver plein de commentaires, des notes, un peu comme le journal d'Ezra. Mais là, c'est plus au niveau de l'art que Sabine a fait. Parce qu'on sait que dans la série de Rebels, Sabine, c'est une artiste en même temps de
de combattre pour les rebelles. Puis ça serait comme son petit sketchbook personnel, où ce qu'elle note des choses comme ça dans ce livre-là. Donc, on va voir si c'est intéressant ou si, encore une fois, j'ai peut-être acheté ça pour rien, mais je vous en ferai part lorsque je l'aurai lu. Puis ça devrait être quand même bientôt, vu que je suis en train de tout lire ce qui touche l'ère de Star Wars Rebels. Donc là, je pense qu'on a terminé avec ce que j'ai fait cette semaine. Maintenant, on va se lancer dans le contenu de l'émission avec le résumé complet avec spoiler de la série de comics Tales of the Jedi de Sith Wars. Bon, avant de commencer ce résumé-là, je vais faire un petit retour sur ce qu'on s'était laissé la dernière fois. On était avec Ulic Qel-Droma et sa nouvelle armée de Mandaloriens. Il est en train de se préparer avec les grands vaisseaux de guerre de la République qui avaient volé, si on veut, à aller attaquer Coruscant. Puis en parallèle à ça, on avait aussi Exar Kun qui revenait de Ossus avec à ses côtés 20 Jedi qui avaient décidé de le suivre dans la montée des Sith. Là, on est plutôt à un moment où on a eu l'équipe dirigée par le capitaine Vanicus qui est envoyé à la manufacture de vaisseaux suite à un appel de détresse. Arrivé sur les lieux, le capitaine Vanicus constate l'ampleur de la dévastation. Puis c'est là qu'il voit aussi que les grands vaisseaux de guerre de la République ils ont été volés. Puis là, en même temps, dans ses recherches, il fouille le site. Il découvre un enregistrement que Ulic avait laissé. Puis dans cet enregistrement-là, on apprend que Ulic et son armée vont se préparer à aller attaquer Camplex 9. Donc à ce moment-là, l'équipe décide d'informer Coruscant de leur découverte. Sur Coruscant, on a Maître Vaudot et ses Jedi qui sont devant le Sénat pour demander au Sénat de les laisser, les Jedi, s'occuper de cette situation-là. À ce moment-là, ils reçoivent une missive qui est justement une missive du capitaine Vanicus qui leur indique comme quoi qu'il a identifié c'était qui le terroriste, comme quoi que c'est Ulic Qel-Droma, puis qui était présentement en train de se diriger vers Camplex 9 pour aller combattre, pour défendre Camplex 9. Par contre, à ce moment-là, on se rend compte que tout ça, c'était une ruse qui servait à éloigner l'armée de Coruscant pour que Ulic arrive à ce moment-là et attaque avec son armée la planète de Coruscant. Là, on va se déplacer sur Yavin 4 avec Exar Kun. On voit qu'il a commencé l'enseignement des Jedi qui ont décidé de le suivre. On voit Os Willum, il fait partie de ces Jedi-là. Puis là, Exar Kun, il est en train de leur dire comme quoi qu'il a besoin d'eux pour ramener la lumière sur Yavin 4. Puis là, pour faire cette chose-là, de ramener la lumière, il a besoin de détruire l'holocron site qu'il a trouvé. Mais ce que finalement il cache aux autres, c'est que cet holocron-là, il ne veut pas réellement le détruire, il veut plutôt libérer l'énergie ou ce qui se trouve à l'intérieur de cet holocron-là. Puis au moment où il brise l'holocron, là, on voit plusieurs esprits Sith qui sortent de l'holocron et qui s'emparent des Jedi qui ont joint Exar Kun. Là, on revient avec Maître Vaudot, qui voit dans la force que l'issue de la guerre actuelle elle va se décider au centre de commandement de Coruscant. Donc, il décide de se diriger à cet endroit-là. Puis, effectivement, en même temps, il y a Ulic Qel-Droma qui est en train de se rendre à ce même centre de commandement-là parce que lui, il se dit qu'il veut frapper le cœur de la République. Mais en même temps, il demande à aux Mandaloriens qui l'accompagnent d'eux autres, ils se dirigent plutôt vers une autre section que le centre de commandement, mais ils découvrent et prennent possession d'un gros dépôt d'armes de la République.
Là, Ulick Qel-Droma arrive en premier sur les lieux, puis il décide d'envoyer un message au vaisseau de la République, leur disant de se rendre à un endroit précis, parce que lui, ce qu'il veut faire réellement, c'est de les détruire tout d'un coup, donc il les envoie à ces coordonnées-là. Évidemment, les vaisseaux de la République, ils refusent de l'obéir. Puis là, de l'autre côté, Ulick était accompagné évidemment de Alima, qui était la méchante Sith avec plein de pouvoirs d'illusion. Alima, elle voit que les Jedi, ils s'en viennent, puis qu'ils vont bientôt rejoindre Ulick, puis le combattre. Donc, elle décide à ce moment-là de contacter les Mandaloriens, puis les aviser comme quoi qu'ils doivent se retirer immédiatement, puis qu'elle, de son côté, elle allait faire la même chose. Donc là, évidemment, les Jedi arrivent au centre de commandement, puis grâce au pouvoir du mur de lumière de Nomi Sunrider et de Maître Vodo, ils réussissent à bloquer les pouvoirs de Ulick. À ce moment-là, Ulick, il est arrêté par la République, puis il est jugé et comme quoi qu'il va être éventuellement condamné à mort. De son côté, Alima, comme elle a réussi à se débarrasser de Ulick, elle est maintenant à la tête de l'armée du système Theta et des Mandaloriens. Fait que là, elle décide de profiter de ce moment-là pour attaquer finalement Complex 9. Elle fait ça comme une double ruse, là, si on veut. Vu qu'elle avait dit qu'elle allait attaquer Complex 9, puis que là, l'armée de la République s'est dirigée là-bas, puis finalement, Ulick attaquait Coruscant, les vaisseaux, évidemment, revenaient vers Coruscant, là, elle se dit que c'est le meilleur moment pour aller réellement attaquer Complex 9. Par contre, Mandalore, qui est comme le chef, si on veut, des Mandaloriens, lui, il soupçonne comme quoi qu'Alima, qu'elle aurait sûrement abandonné Ulick à la République. Puis lui, il est très fidèle, si on veut, à Ulick. Il décide d'honorer son allégeance, puis de tout faire pour trouver une façon de sauver Ulick. Sur Yavin 4, on retrouve Exar Kun, puis qui est en train de parler avec les Jedi, puis il décide de les envoyer en mission pour éliminer leur propre maître. Évidemment, on se rappelle qu'ils sont maintenant corrompus par l'Holocron Sith, donc ils sont bien d'accord à aller faire cette mission-là. Au même moment, on a le Mandalore qui arrive sur Yavin 4 pour demander l'aide de Exar Kun pour aller libérer Ulick de la République. Là, si on revient sur Coruscant, on voit qu'Ulick est mené devant le Sénat pour son jugement. Puis, on voit aussi que Kay et Nomi sont là pour tenter de l'appuyer dans cet événement-là. Exar Kun arrive aussi sur Coruscant à l'aide, puis là, à l'aide d'un sort de Sith, il réussit à paralyser la totalité de l'Assemblée de la République. Puis là, il les oblige à l'écouter parler, puis il commence à faire un discours qui leur dit comme quoi que l'Empire Sith va s'élever à nouveau. En même temps, Kay tente de convaincre son frère de revenir à la lumière. Mais évidemment, Ulick, il ne veut rien entendre encore une fois. Puis là, même que Ulick dit à Kay comme quoi que s'il veut l'arrêter, il va devoir le tuer. À ce moment-là, on a Maître Vodo qui arrive puis qui dit à Kay que lui, il va s'en occuper, mais que finalement, le vrai ennemi, ce n'est pas Ulick, mais c'est Exar Kun. Ils doivent absolument l'arrêter. Même qu'on voyait plutôt dans le comic, comme quoi que Maître Vodo, il avait l'impression que le vrai méchant dans l'histoire, c'était Exar Kun, que c'était pas Ulick Qel-Droma. Ulick, c'était plus une victime là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il est là et qu'il leur dit non, il faut arrêter absolument Exar Kun. Donc, évidemment, encore une fois, comme ça s'était passé dans le passé, Kun et Vodo, ils vont combattre. Puis, évidemment, encore une fois, Ulick va réussir à vaincre Vodo, puis même qu'il va le tuer. Puis là, on va voir que Vodo, il rejoint la Force. Il disparaît comme dans la Force. Donc, Exar Kun et Ulick Qel-Droma, ils retournent sur Yavin 4. Mandalore, à ce moment-là, informe Ulick de la trahison de Alima. Puis là, c'est là qu'on voit que Ulick, il savait qu'Alima le manipulait depuis le début. Puis là, Alima rejoint Ulick sur Yavin 4 en ne sachant pas qu'il est au courant de sa trahison.
Si on revient encore à notre personnage de Nomi Sunrider, bien, on voit qu'elle accompagne Sylvar pour rendre visite à son maître Ton. Là, à ce moment-là, tu as Oswillum et Crado. Juste pour vous rappeler un peu, Sylvar et Crado, on les avait déjà vus dans le comic avant, au début, quand on a commencé à parler d'Exarchun. C'était d'autres apprentis Jedi qui étaient aussi les élèves de Vodo. Puis, tu sais, ils pratiquaient justement, ils faisaient leur enseignement, si on veut, avec Exarchun, donc ils se connaissaient à ce moment-là. Mais on voit que Sylvar et Crado, ben, ils ne sont pas dans le même clan. Là, Sylvar est resté avec les Jedi, mais Crado, lui, a suivi Exarchun. Donc là, maintenant, on a Oswillum et Crado qui sont aussi sur place pour aller tuer Maître Ton selon ce que Exarchun a demandé. Là, on voit que Oswillum, ben, il organise une attaque à la demeure de Maître Ton, puis qui décide d'utiliser les créatures du lac du côté obscur, les genres de lézards là, qui sont possédés par le côté obscur. Mais encore une fois, Nomi réussit, grâce à son pouvoir de méditation, à tuer les créatures. Puis au même moment, ben, Maître Ton, lui, réussit à maîtriser Oswillum. Puis là, comme je disais tantôt, Sylvar, puis Crado, qui étaient... c'était des amoureux même, là, dans le temps. On voyait qu'il y avait une attirance les deux. Ben là, tu as Sylvar, qui est du côté des Jedi, qui décide d'attaquer son conjoint Crado. Puis tout ça en le traitant de traître. Puis à ce moment-là, ben, Crado décide de se sauver, de s'enfuir. Là, on voit que Maître Ton, il espère que les autres maîtres ben, sont en sécurité et qu'ils ne vivent pas la même situation que lui vient de vivre. Mais évidemment, on voit que partout, à ce moment-là, dans la République, il y a plein d'autres maîtres qui sont tués par leur apprenti. Là, on voit que Crodo ben, revient sur Yavin 4 pour informer Exarchun de son échec. Puis là, Crado implore Kun de lui laisser une dernière chance, qu'il va se racheter. Donc, Kun, voyant cette opportunité-là, ben, il décide de dire comme quoi qu'il va le nommer commandant de bataille pour la prochaine attaque sur Complex 9, aux côtés de Alima qui dirigera l'attaque. Là, on voit que Mandalore il demande à Ulic pourquoi il a nommé Alima à la tête de cette attaque quand on sait très bien qu'elle l'a trahi. Ben là, Ulic lui dit qu'il veut l'utiliser une dernière fois dans la cause. Finalement, il veut utiliser Alima pour la cause. On va voir de quelle façon bientôt. Si on revient sur Ossus, on a les trois Jedi, Krul Tok, Das Diat et Shoaneb Kulu qui décident de partir sur Complex 9 pour diriger la contre-attaque des Jedi. Par contre, les autres Jedi, eux, vont rester sur Ossus pour protéger Ossus. Arrivés sur Complex 9, les trois Jedi ben, sont aussitôt attaqués par l'ancien vaisseau Sith de Naga Sadar. Là, on a Alima qui décide d'utiliser l'arme qui est à bord de ce vaisseau-là pour utiliser l'énergie des soleils qui vont, finalement, c'est l'énergie des soleils qui vont créer une grosse attaque au vaisseau des trois Jedi. À ce moment-là, aussitôt, les trois Jedi ben, sont tués sur le coup. Puis ensuite, il y a une énorme réaction en chaîne qui se produit puis qui détruit le vaisseau de Alima et Crado. C'est là qu'on voit que le plan de Ulic et Kun ben, a très bien fonctionné, comme prévu. Par la suite, l'onde de choc causée par la réaction en chaîne, ben, elle se dirige vers la planète de Ossus. Là, on voit que c'est la panique sur Ossus. Ils sont en train de faire l'évacuation. Les Jedi tentent par tous les moyens de sauver le plus de connaissances de la grande bibliothèque Jedi. Mais à ce moment-là, on voit que Exarchun, Ulic Qel-Droma et leur Massassi arrivent aussi sur Ossus pour tenter de s'emparer du plus de connaissances possible des Jedi. À ce moment-là, Kay aperçoit son frère Ulic puis décide de partir à sa poursuite. De son côté, Exarchun, avec les Massassi, ben, il entre dans la grande bibliothèque et tente par tous les moyens de s'emparer d'anciens sabres laser des Jedi. Mais on voit que le grand maître Hod décide de se sacrifier pour protéger tous les sabres laser. Au moment de quitter dans son vaisseau rempli d'artefacts Jedi, ben, Kun est encore une fois ralenti par un Jedi.
c'est le Jedi Silver qui est malheureusement rapidement éliminé par les Massassi. De son côté, Kay, qui poursuivait son frère Ulick, est en danger, puis il s'écrase avec son vaisseau. Légèrement blessé, il sort et accourt vers son frère pour encore une fois tenter de le raisonner. Mais Ulick, complètement rempli de rage, attaque Kay, puis il le tue. À ce moment-là, on voit Ulick et Kay qui a Kay dans ses bras, puis il s'effondre en larmes. Là, Nomi Sunrider décide d'emprisonner Ulick dans un mur de lumière pour le couper de la force. C'est une technique qu'elle avait appris de Odan Ur, le grand maître Jedi de plus de 600 ans. Mais malheureusement, elle ne sait pas du tout comment renverser cette technique-là. Puis là, Ulick se retrouve maintenant aveugle dans la force et complètement faible. Entre-temps, tu as Mandalore qui décide d'attaquer la ville de Iziz sur Onderon dans le but de la conquérir pour un peu comme un cadeau à offrir à Ulick Qel-Droma. Par contre, le seigneur Kira, le seigneur des bêtes, demande des renforts à la République. Ulick Qel-Droma informe les Jedi que Exar Kun se cache sur Yavin 4. Donc, à ce moment-là, il y a des milliers de Jedi qui partent pour Yavin 4. Les renforts qui ont été envoyés par la République arrivent enfin sur Onderon. Là, Mandalore, on voit très bien qu'il n'est pas de taille, puis il décide de sauver sur la Lune des bêtes volantes grâce au lien qui se produit entre les deux atmosphères de la Lune et de Onderon. Donc, il traverse l'autre côté sur la Lune. Sur Yavin 4, les milliers de Jedi arrivent enfin. Puis Nomi, accompagné des autres Jedi, décide de créer encore une fois un énorme mur de lumière dans le but de purifier ou même de détruire Yavin 4. Exar Kun, comme dernier recours, sacrifie des milliers de Massissi dans un rituel pour lui permettre de libérer son esprit et son corps et fuir dans le cosmos. Le mur de lumière qui a été généré par les milliers de Jedi, ça fait encore une fois une réaction en chaîne qui enflamme complètement la planète. Puis là, à ce moment-là, les Jedi sont convaincus qu'ils ont enfin réussi à vaincre Exar Kun. Maintenant que la menace est éliminée, ils peuvent enfin commencer la reconstruction de la République. On voit que sur la lune Xun de la planète Onderon, les Mandaloriens retrouvent le masque de Mandalore. Donc à ce moment-là, un nouveau Mandalore est proclamé. Là, on se retrouve vraiment plus tard, 2 ans plus tard, on voit Ulick Qel-Droma sans pouvoir, qui retourne sur Yavin 4 dans le but de trouver quelque chose. Il fait des recherches. Mais évidemment, il ne trouve rien, puis il ne ressent rien parce qu'évidemment, il est maintenant coupé de la force avec le mur de lumière que Nomi Sunrider a fait sur lui. Mais là, on voit sur Yavin 4, dans le noir complètement, l'esprit de Exar Kun qui est emprisonné et seul, puis qu'il n'y a personne qui l'entend. Fait que c'était comme ça que se terminait la série de Sith War, de Tales of the Jedi. Encore une fois, c'était un très gros résumé, avec une fin quand même assez extrême, la destruction d'Ossus, Exar Kun qui est emprisonné, Ulick Qel-Droma qui n'a plus de pouvoir, bref, beaucoup de choses. Sérieux, je sais que j'ai déjà dit mon appréciation dans le dernier épisode, mais c'était une très bonne série, là. Sérieux. Là, je vous ai fait le résumé complet avec spoiler. Je vous ai tout raconté ce qui se passe dans l'histoire, mais si vous ne l'avez pas encore lu, je vous suggère vraiment de prendre le temps d'aller le lire. C'est vraiment bon comme série Tales of the Jedi. Sinon, aujourd'hui, comme je l'avais dit tantôt, on va parler de Shadows and Light, qui était... il y a une série qui existe chez Dark Horse Comics qui s'appelait les Star Wars Tales. C'était plusieurs numéros qui contenaient dans chacun des numéros plusieurs petites histoires, plusieurs petits comics qui étaient écrits par plein d'auteurs, dessinés par plein d'artistes. Personnellement, j'en ai lu quelques-unes à date dans les Star Wars Tales, puis pour vrai, la plupart du temps, c'est pas très bon. C'est pas ce qu'il y a de meilleur dans les comics Star Wars. Mais bonne nouvelle, Shadows and Light, moi je considère que c'est quand même
une histoire qui est intéressante et qui vaut la peine d'être lue. Cette histoire-là est sortie dans le Star Wars Tales, le numéro 23, le 11 mai 2005. Ça a été écrit par Joshua Ortega et au dessin, on avait Dustin Weaver. L'histoire se passe 3993 ans avant la bataille de Yavin. Je vais vous faire le résumé complet avec spoiler parce que c'est tout petit. Donc, si jamais vous ne voulez pas l'entendre encore une fois, faites pause ici, puis allez le lire, puis on peut revenir ensuite. Donc, j'y vais. Dans l'histoire, on a 3 chasseurs Jedi, Duran Keldroma, Shaila Nur et Gunhan Saresh. Ces 3 chasseurs Jedi-là sont envoyés sur la planète Korriban pour éliminer une menace de Terran Tatek. Moi, je ne savais pas c'était quoi un Terran Tatek, mais les Terran Tatek, c'est des créatures qui se nourrissent du sang des utilisateurs de la Force. Les 3 chasseurs Jedi, c'est les plus résistants pour ne pas sombrer dans le côté obscur. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils ont été choisis pour aller faire cette mission-là. À un certain moment, Shaila Nur, on voit qu'elle reçoit de son maître Odd un cristal Solari pour son sabre laser. Il y a une particularité avec les cristals Solari, c'est que seulement un Jedi pur peut utiliser le Solari. Il faut toujours que le Jedi reste dans la lumière. Il ne peut pas du tout sombrer un petit peu vers le côté obscur ou y aller complètement. Le cristal Solari fonctionne juste pour les Jedi qui sont complètement purs. Donc, arrivé sur Korriban, on a Gunhan Saresh qui surprend les 2 autres Jedi qui sont en train de s'embrasser. À ce moment-là, il décide de partir de son côté sur la planète Kashyyyk parce qu'il est convaincu que les 2 autres Jedi ils ont sombré au côté obscur vu qu'ils sont en train de si on veut, consumer leur amour. Là. Donc, lui, il considère qu'ils ont sombré au côté obscur, donc il s'en va, il les quitte puis il ne veut plus rester avec eux. Puis sur Kashyyyk, il s'en va participer à une chasse pour essayer justement de faire une autre mission. Puis malheureusement, à ce moment-là, il se fait tuer. Puis c'est déjà la fin pour ce personnage-là, Gunhan Saresh. Là, sur Korriban, on a Duran Keldroma. Puis juste, petite parenthèse, oui, Duran Keldroma a un certain lien avec Ulic Keldroma et Ki Keldroma, lequel je ne sais pas exactement, mais évidemment, ils semblent être dans la même famille. Bien, sur Korriban, Duran, il est tué par un Terran Tatek. Puis à ce moment-là, Shaila, elle suit les traces du sang de la créature jusqu'à la tombe de Naga Sadar. À ce moment-là, elle retrouve la créature, puis la créature n'est pas seule, elle est accompagnée d'une autre créature, Terran Tatek. Mais là, dans le combat avec ces créatures-là, tranquillement, elles sombrent vers le côté obscur. Puis là, on voit à ce moment-là que sa lame affaiblit. Puis, on se rappelle que cette lame-là était faite avec le cristal Solari. Donc, comme elle commence à sombrer un peu du côté obscur, sa lame s'éteint. Puis là, elle se retrouve complètement seule dans le noir avec les 2 bêtes. Ça se termine comme ça. C'était vraiment une minuscule histoire. Mais pour de vrai, là, moi, je vous ai fait un résumé. Là, on dirait que je ne dis pas grand-chose parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans cette histoire-là. Puis dites-vous que c'est dans les bonnes histoires de Star Wars Tales. Donc, ça vous dit un peu à quoi ça va ressembler les prochaines qu'on va lire, malheureusement. Petite particularité de cette histoire-là, c'est une histoire qui est en lien avec le jeu Knights of the Old Republic. C'est basé sur un journal qui a été retrouvé sur 3 Jedi morts dans le jeu. Puis, c'est un peu ce qui a inspiré, j'imagine, l'auteur de faire cette histoire-là. Si je vous fais un peu mon appréciation, là, comme je vous dis, c'est une histoire qui est tirée de Star Wars Tales. Puis c'est pas mal une des bonnes histoires. Le dessin, en plus, il est quand même beau. Parce que vous allez voir là, dans le prochain comic Tales, là, des fois, le dessin... c'est sûr que ça reste personnel, là, c'est mon avis, mais je trouve que souvent, ça laisse à désirer, le dessin, malheureusement. Mais tu sais, l'histoire, c'était quand même bien. Je vous recommande d'aller la lire. Là, ça ne sera pas très long. Là, c'est une toute petite histoire. Puis surtout que c'est une des bonnes, si vous êtes pour en lire juste une, je vous dirais que celle-là en fait partie de ceux que vous devriez lire. Maintenant, on va passer à la prochaine lecture.
là, aujourd'hui, je vais vous faire un résumé sans spoiler, puis on reviendra au prochain épisode pour aller plus en détail dans cette nouvelle-là. C'est une nouvelle qui est quand même d'une longueur, je vous dirais moyenne. Là, il y a quand même pas mal de pages. Le titre, c'est Ombre et lumière. Ça a été écrit par l'auteur Paul Danner. Il y a une particularité avec cette histoire-là. Normalement, l'histoire devait être publiée dans les Star Wars Adventure Journal, mais finalement, elle n'a jamais été publiée. C'est seulement en juillet 1999, que cette histoire-là est ressortie sur Internet dans les Tales of the Jedi Fiction. Je ne connais pas ça, sûrement que c'était... Il devait peut-être sortir des histoires à ce moment-là sur Internet, puis celle-là s'est retrouvée à cet endroit-là. Donc, petit résumé, on a Dre, un Jedi qui est troublé, qui a décidé de se réfugier sur une planète inconnue. On apprend plus tard que la planète, il a décidé de la nommer, là, il l'appelle Vigile. Dre tente de s'apaiser en utilisant des techniques de méditation qui ont été enseignées par son maître, Vanma Tiral. Mais le souvenir du jour où il a tué son premier Jedi, son ami Yerestream, trouble sa concentration. Plus tard, à nouveau, sa concentration est encore brisée au moment où un objet pénètre l'atmosphère. Dans cet objet-là, il ressent 3 formes de vie qui émanent de cet objet-là qui a pénétré l'atmosphère. Lorsque l'objet s'écrase, Dre décide de partir aussitôt à sa rencontre. Puis là, il découvre que l'objet qui s'est écrasé, c'est un vaisseau. Ce vaisseau-là est en flammes, puis il découvre 2 cadavres dans le cockpit. À l'arrière, derrière un mur de flammes, il voit une jeune fille qui semble être coincée là. Grâce à la force, Dre franchit le mur de flammes, puis il sauve la fillette. Là, on voit que la fillette est en pleurs, puis elle lui dit comme quoi que les 2 cadavres, c'était ses parents. Là, Dre tente de consoler la petite fille. Finalement, la petite fille s'endort, puis Dre ressent un grand trouble dans la force entourant cette petite fille. Vu que c'est une nouvelle, je vais m'en tenir à ça pour le résumé. Ça ne vous dit pas grand-chose, j'en suis très conscient, mais je vous dirais que l'histoire est quand même intéressante. C'est encore une histoire classique d'un Jedi tourmenté qui bascule ou pas entre la lumière ou l'ombre, le côté obscur. J'ai quand même bien aimé. Là, je vous suggère d'aller lire ça. C'était intéressant. Puis c'est pas très très long. Là, je pense que c'est une 20aine de pages, mais c'était quand même bien. Donc, je vous suggère d'aller faire cette petite lecture-là. Puis, comme je vous dis, au prochain épisode, on prendra le temps d'aller faire le résumé complet. Prochain épisode, parce qu'on est déjà rendu à ce moment-là, je vous avais parlé au dernier épisode comme quoi j'allais parler de plusieurs petites histoires. Finalement, je les ai repoussées au prochain épisode parce que je trouvais que j'avais déjà pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. Donc, les prochains épisodes, ça va être des petites histoires qu'on va retrouver dans le guide Jedi versus Sith, The Essential Guide to the Force. Aussi, j'ai inclus une petite histoire qui s'appelle Jedi Protector, qui était tirée du Galaxy Magazine numéro 13 de Topps. Ça, c'est un peu un extrait, si on veut, d'une aventure comme les livres dont vous êtes le héros, là, où on choisit d'aller vers un paragraphe ou un autre selon notre décision d'action. Puis aussi, on va faire notre sujet vraiment principal va être la dernière série de comics Tales of the Jedi qui se nomme Rédemption, une série en 5 numéros. Donc, ça va être déjà la fin de Tales of the Jedi bientôt. Donc, c'est ce qu'on va attaquer la semaine prochaine. Évidemment, si vous avez des commentaires, des choses à me dire ou quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez le faire au courriel masemaine_starwars@gmail.com. Je vous invite aussi à aller voir sur YouTube. Je vous publie souvent des petites vidéos qui vous montrent un peu mes lectures du moment, les nouveaux livres que je reçois. Sinon, Facebook, Instagram, Twitter, à cet endroit-là, je publie des fois certaines choses que je lis ou que j'ai publiées. Je vais aussi vous aviser à cet endroit-là quand un nouvel épisode est disponible. Sinon, le podcast est disponible sur presque toutes les plateformes, dont Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et Audible. Donc, encore une fois, comme toujours, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars, puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Salut!